Bon, Dominique, je propose qu'on démarre. Allez, ça fera venir les derniers. Bonjour à tous et bienvenue au sein de notre webinaire Réussir votre projet stratégique de refonte de RP. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour aborder ce sujet qui nous semble essentiel dans les projets de transformation numérique. Je vais nous présenter. Moi, c'est Janine Baker et je suis accompagnée de Dominique Robin qui va co-animer ce webinaire avec moi. Donc, nous sommes tous les deux consultants en transformation digitale au sein de Digital Conseil. En termes de durée du webinaire, on a prévu à peu près 45 minutes et ça va se répartir en 40 minutes de présentation de notre part et ensuite on gardera 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. En termes de praticité, donc, je vous propose, comme Dominique le disait, normalement, vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir votre micro ou caméra, de poser vos questions tout au long du webinaire si vous en avez dans la partie conversation, donc le chat, et puis on veillera à y répondre en fin de webinaire. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner des clés, des astuces, des choses un peu, des exemples concrets pour pouvoir réussir votre projet stratégique de refonte de RP et apporter de la méthodologie. Avec Dominique, on a tous les deux un retour d'expérience sur des projets ERP, on souhaitait vous partager aujourd'hui les enseignements que nous en avons tirés. Je passe sur le déroulé de la session. On a prévu trois parties, de répartir le webinaire en trois parties. La première partie concernera la partie un peu méthodologique, donc les trois grandes étapes de la refonte de RP que Dominique vous présentera. Une première étape qui consiste à réaliser un état des lieux de votre organisation actuelle, de vos processus, voilà, pour vraiment comprendre votre fonctionnement, pour ensuite choisir, donc dans la deuxième phase la solution adaptée à votre entreprise, donc l'ERP que vous allez choisir, et vous allez faire un choix entre différents prestataires. Et donc, la dernière phase, c'est le déploiement de la solution avec l'implémentation de l'ERP et la mise en production. Donc, on va vous expliquer la méthodologie que nous, on préconise. Ensuite, dans la deuxième partie de ce webinaire, on verra comment comprendre et éviter les erreurs courantes. Donc là, on a voulu partager avec vous trois exemples d'erreurs à éviter. Et on va se baser sur des exemples concrets. On vous apportera du coup les risques associés à ces erreurs et puis les conseils qu'on vous donne pour ne pas tomber dans ces pièges. Et la dernière partie du webinaire sera plus focalisée sur comment faire adhérer ces équipes à un projet. C'est clé pour votre projet de faire ça, la conduite du changement. Donc, on verra pourquoi. Et on finira par deux exemples d'entreprises que nous avons accompagnées. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on souhaite partager avec vous ces deux chiffres clés. Pourquoi une refonte de RP est un défi stratégique? Donc le premier chiffre, c'est entre 55 et 75% des projets ERP n'atteignent pas les objectifs fixés. Donc, ça veut dire concrètement qu'une entreprise sur deux rencontre des difficultés dans la mise en place de son projet ERP. Donc, ça peut être des difficultés liées au délai, au budget ou l'alignement de l'ERP à vos besoins. Ça montre qu'un projet ERP, ce n'est pas un simple projet technique, mais que c'est un projet de transformation qui est global et qui nécessite de prendre des choix stratégiques. Le deuxième chiffre qu'on souhaitait partager, c'est si le projet ERP se passe bien, il est bien mené, vous pouvez atteindre jusqu'à moins 23% de coûts opérationnels après sa mise en place. Donc ça, c'est grâce à la rationalisation des processus qu'apporte un tel outil. Et du coup, ça a des réels bénéfices sur le long terme parce que ça vous permet de gagner en efficacité et d'avoir un réel retour sur investissement. Donc, pour résumer, voilà, le projet RP, c'est vraiment un risque et une opportunité à la fois. La différence repose sur, il y a vraiment une nécessité de se préparer à ce projet et puis de l'accompagner tout au long avec les différentes phases qu'on va voir juste après. Je laisse Dominique vous présenter les trois grandes étapes d'une refonte de RP. Merci Janine.
Alors, on a souhaité voilà, structurer un petit peu notre présentation en trois temps, j'ai envie de dire, diagnostic, sélection, déploiement. L'idée, c'est, voilà, on s'appuie un petit peu sur, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on accompagne plutôt des TPE, PME ou petites ETI. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Cette méthodologie fonctionne plutôt pas mal sur cette typologie d'entreprise. Encore une fois, tout type de secteur, hein, puisqu'on intervient vraiment sur un grand nombre de secteurs d'activité. Il y aura certainement des choses qui seront possibles de faire pour de grands groupes vous ne retrouvez peut-être pas forcément dans cette présentation, mais voilà, c'est plutôt adapté à cette typologie d'entreprise qui, en général, sont pas forcément très bien dotés en termes de ressources en interne pour le pilotage de ces projets. En général, on est dans des plus petites structures, il n'y a pas forcément une DSI très bien structurée. Donc voilà, important de bien séquencer ces projets. Un point peut-être transverse, hein, au-delà de diagnostic, sélection, déploiement, la conduite du changement, on y reviendra un petit peu plus tard, qui est clairement un élément clé, hein, dans tous ces projets de mise en place de RP qui sont très structurants pour les entreprises, et s'assurer que tout le monde monte à bord voilà, du bateau, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement critique et important pour ces projets. Donc sans plus attendre, on va dérouler la première partie qui concerne le diagnostic. Donc, c'est une étape vraiment qui est clé dans la réussite de votre projet. Donc, c'est vraiment une étape qu'il faut voilà, vraiment pas négliger. C'est assez fondamental. On avait souhaité mettre en avant quatre actions qui nous semblent vraiment importantes de traiter dans cette analyse de l'existant. Déjà, pour commencer, la stratégie d'entreprise, puisque bien souvent, ces projets sont une réponse à une évolution de la stratégie de l'entreprise, développement sur de nouveaux marchés, sur de nouvelles offres ou quoi que ce soit. Donc, il est important déjà d'être bien aligné sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on souhaite faire demain? Et donc, quelles sont les évolutions qui vont être apportées en termes d'organisation et de système d'information? Donc, c'est un petit peu l'idée du second point, c'est d'arriver à aligner justement stratégie d'entreprise, là où on souhaite aller, par rapport au système d'information cible qu'on souhaite mettre en place dans l'entreprise pour nous accompagner, hein, justement dans cette évolution. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Importance justement d'avoir la direction, hein, qui soit moteur dans ce projet, qui soit vraiment partie prenante du projet. Ça permet, voilà, de donner du poids à ces transformations à venir. Une fois qu'on a cette compréhension de la stratégie de l'entreprise, de là où on souhaite aller, une phase d'audit de l'existant. Donc on est vraiment, voilà, on vient creuser le fonctionnement de l'entreprise au travers de ces processus métiers. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment un élément qui est fondamental pour arriver à comprendre comment l'entreprise fonctionne. Donc on vient identifier avec les équipes, avec les différents métiers de l'entreprise, quelles sont les missions qu'ils ont à réaliser, les tâches qu'ils ont à accomplir, les différents outils qu'ils utilisent, que ce soit des documents papier, des logiciels, de l'Excel ou ainsi de suite. Donc, on vient vraiment faire un état des lieux assez précis de l'ensemble de ces processus, des outils qui sont utilisés, et on vient identifier avec les collaborateurs l'ensemble des points de friction, justement, qu'ils rencontrent. Donc, sous-entendu, point de friction, c'est toutes les zones un petit peu voilà, les points qui fonctionnent pas très bien, les choses qui sont complexes à faire, chronophages, ou qu'on a à faire 25 fois dans une journée, et qui pourraient être traitées de manière beaucoup plus efficace. Donc ça nous permet, voilà, d'avoir une vision assez exhaustive du fonctionnement de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on va quand même creuser de manière assez fouillée, hein, sur ce fonctionnement. Et ça nous permet globalement, et ça vous permet dans le cadre de vos projets, d'avoir cette vision de, OK, l'ensemble des outils qui sont utilisés dans l'entreprise, l'architecture telle qu'elle est aujourd'hui, et comment est structuré notre système d'information. Donc ça, c'est vraiment la base du commencement. Ça vous permet d'identifier justement toutes les zones sur lesquelles il y a en gros des trous dans la raquette, et sur lesquelles il va falloir travailler. Donc ça, c'est vraiment une phase qui est extrêmement importante dans ce démarrage de projet. Ça vous permet de comprendre le fonctionnement actuel de l'entreprise avant justement de travailler sur vos besoins. Donc, sur cette partie d'analyse de vos besoins, on vient tout simplement essayer de
combler des trous fonctionnels qu'on a pu identifier, des nouveaux développements de l'entreprise sur lesquels on va avoir besoin d'investir et de s'outiller. Donc c'est vraiment un travail avec les collaborateurs sur quels sont les processus métiers de demain. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme tâche à réaliser demain et comment va être organisée l'entreprise. Et au travers de ce travail sur les processus métiers cibles, on vient également travailler sur quelles sont les fonctionnalités qu'on va avoir besoin de mettre en œuvre pour justement exécuter ces processus de la manière la plus efficace possible. Donc on est vraiment dans ce travail qui est fait en général avec les équipes, hein, c'est vraiment quelque chose qui est co-construit. La logique, c'est pas de sortir quelque chose du chapeau et de l'imposer aux collaborateurs, c'est plutôt de faire justement contribuer les différentes parties prenantes sur les solutions à mettre en œuvre. Donc l'objectif, voilà, c'est de pouvoir valider avec eux leurs attentes. Et une fois qu'on a ces processus cibles, cette projection sur les processus cibles et les fonctionnalités nécessaires pour exécuter ces processus cibles, ça permet d'identifier, globalement, on parle de vision cible hein, du futur système d'information, c'est quels sont les modules qu'on va avoir besoin d'aller chercher dans les outils logiciels, donc dans l'ERP. Peut-être qu'il y aura besoin de compléments et de modules qui seront externes à l'ERP. Donc ça permet vraiment de cartographier l'ensemble de ces besoins et de se dire, voilà le périmètre fonctionnel que je dois adresser et je veux dire la vue sur quelles solutions vont être en capacité de porter ces fonctionnalités. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ce travail, il nous reste plus qu'à formaliser donc un cahier des charges qui se doit d'être le plus clair et transparent possible hein, pour les éditeurs et intégrateurs des solutions qui vont être amenés à vous répondre. L'idée, c'est que ça soit évident pour eux et qu'ils puissent très rapidement comprendre voilà, votre fonctionnement, là où vous allez demain et en quoi ils vont être en capacité de répondre de la meilleure des manières à votre besoin. Donc, on a précisé voilà, quelques éléments sur le côté, sur des astuces ou des bonnes pratiques. Donc, encore une fois, toute cette phase amont d'analyse de l'existant et de définition du besoin, il est fondamental que l'ensemble des métiers, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, ou tout du moins les collaborateurs clés, soient impliqués dans cette démarche. Ça vous permet de vous assurer d'avoir une bonne compréhension des besoins. On voit encore certaines entreprises qui pensent soit au niveau de la direction, soit au niveau de la DSI, la solution parfaite, qu'ils l'implémentent et en général, ça ne fonctionne pas très bien. Encore une fois, c'est toujours délicat de se lancer dans un immense chantier pour aller regarder la moindre virgule de l'entreprise. Donc, il y a quand même ce travail en amont de priorisation de quels sont les processus les plus critiques dans l'entreprise. Donc, d'aller faire un focus peut-être davantage sur ces processus critiques. Et après, de garder toujours dans la logique que vous êtes en train de construire, l'entreprise évolue. C'est-à-dire que chaque année, on a des évolutions, des nouveaux projets, des nouveaux produits, des nouveaux marchés. Donc il faut aussi garder ça en tête et avoir une vision sur, OK, l'entreprise, l'année prochaine, on sait sur quoi elle doit travailler, se développer. Et à horizon 3 ans, 5 ans, qu'est-ce que ça donne? C'est aussi intéressant d'avoir cette projection. Donc, à l'issue de cette première étape, plusieurs livrables ou documents hein, sont structurés. Donc, la vision cible de votre système d'information, donc encore une fois, les briques fonctionnelles qu'on doit aller chercher, vos processus métiers actuels et cibles qui sont également formalisés. C'est aussi un élément qui est intéressant à partager avec les différentes entreprises que vous allez consulter. Et encore une fois, la liste des fonctionnalités. Donc, nous, on n'a pas l'habitude de vraiment détailler les fonctionnalités qu'on souhaite aller chercher dans ces outils pour que les prestataires soient justement le plus à même de vous répondre lorsqu'ils vont être sollicités. Donc voilà, si vous voulez, sur cette première étape, qui est vraiment une étape qui est fondamentale, c'est-à-dire que si elle est ratée, bâclée ou ce que vous voulez, ça vient très rapidement vous mettre un petit peu en difficulté sur les étapes d'après. Donc, en ce qui concerne la deuxième étape maintenant, on est cette fois plutôt dans le choix de la solution et du partenaire hein, qui vont être en capacité de vous accompagner. Donc aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui existent sur le marché. Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et donc, si vous voulez, ça fait partie pour nous des premières actions à réaliser. Hein, c'est de justement aller
creuser un petit peu les solutions du marché, quelles sont les solutions qui sont susceptibles de répondre à votre besoin, d'évaluer voilà, les forces et faiblesses de chacune de ces solutions, sachant que vous avez, en fonction de votre industrie, de votre secteur, des solutions qui sont très typées métiers, des solutions un peu plus généralistes. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder et à voir à ce moment-là. Et peut-être le point qui est important, c'est à partir de cette étape-là qu'il est intéressant de se plonger dans les outils et ne pas le faire trop tôt non plus, notamment sur l'étape 1, puisque l'étape 1 est vraiment centrée sur vous, c'est vos besoins métiers, comment vous avez, quelles fonctionnalités dont vous avez besoin, et ne pas vous laisser, entre guillemets, encore à ce stade-là, polluer par des fonctionnalités un petit peu paillettes que vous avez pu voir dans certains outils et qui orientent votre choix. Donc encore une fois, voilà, analyse des différentes solutions qui existent sur le marché. L'étape d'après, une fois que vous avez analysé, je vais dire, la liste des prestataires hein, qui sont susceptibles de vous répondre, c'est de lancer votre consultation. Donc l'importance de bien la structurer, d'avoir des documents qui soient clairs, précis, d'avoir un calendrier qui soit bien arrêté pour que vous ayez vos réponses qui interviennent au bon moment et pas en ordre dispersé et de mener justement cette analyse sur la base voilà, de différents critères que vous aurez définis en avance de phase. Donc bien évidemment, hein, des critères de couverture du besoin fonctionnel, bien sûr le prix, l'évolutivité de la solution, les aspects techniques, qu'est-ce que le prestataire est en capacité de vous proposer. Donc à ce moment-là, voilà, c'est une période qui est importante également pour bien rentrer dans le détail des solutions. Donc on a mentionné la réalisation de workshops avec les différents éditeurs ou intégrateurs. L'objectif, voilà, c'est de vraiment pouvoir rentrer dans le détail de vos exigences fonctionnelles et de vous assurer que les exigences fonctionnelles des différentes solutions collent avec votre besoin. Enfin, sélection et contractualisation. Donc là, c'est également un point qui est à ne pas négliger, puisque vous passez d'un cahier des charges que vous avez rédigé, qui est très précis, avec plein d'exigences fonctionnelles. L'objectif, c'est que les termes du contrat que vous allez avoir avec votre partenaire voilà, reprennent l'ensemble de ces éléments et que vous n'ayez pas de trou dans la raquette, entre guillemets, entre ce que vous croyez avoir acheté ou contractualisé et ce que vous aurez réellement de livrer par la suite. Donc voilà, on a également précisé quelques petites astuces ou des points de vigilance pour nous. Bien évidemment, toutes les solutions on peut réaliser des développements spécifiques. Pour nous, c'est plutôt quelque chose à éviter. Donc, quand vous avez votre consultation, c'est aussi d'évaluer qu'est-ce qui est fait en natif par la solution, qu'est-ce qui va nécessiter des développements spécifiques. Dès qu'il y a des développements spécifiques, c'est tout de suite des coûts en plus, une maintenabilité qui est toujours un petit peu plus compliquée. Donc, autant que faire se peut, si vous pouvez l'éviter, c'est que mieux. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de solutions sur le marché qui sont avec des couvertures fonctionnelles voilà, assez larges pour arriver à trouver globalement des solutions qui répondent à vos problèmes. Donc encore une fois, ça, je pense que ça tombe sous le sens, mais de privilégier des solutions qui soient modulaires et évolutives. Aujourd'hui, on est dans un monde où voilà, beaucoup de logiciels existent, de pouvoir s'interconnecter avec différentes modules ou solutions externes, ça devient des choses qui sont extrêmement importantes. Donc pour assurer aussi hein, l'évolution de votre système et qu'il puisse correspondre demain à votre besoin, que vous puissiez voilà, le faire évoluer à terme. Vos critères, donc on a nous l'habitude de faire vraiment des exigences, des matrices d'évaluation multicritères qui vous permettent d'avoir un choix éclairé. Donc ça, c'est pareil, il faut le penser avant et pas l'improviser une fois que vous avez reçu vos offres. Donc anticipez-le, c'est quelque chose qui vous permettra d'être efficace dans votre analyse des offres et vraiment d'avoir un choix éclairé sur les solutions à retenir. Et l'implication des collaborateurs, bien évidemment, ça fait partie des éléments importants sur le choix, puisque les goûts et les couleurs, parfois, ça se décide pas. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi d'introduire à ce moment-là des utilisateurs clés pour qu'ils puissent se projeter un petit peu dans les outils de demain.
Donc les principaux livrables de cette partie-là, bien évidemment toute la documentation pour la consultation, donc les cahiers des charges, les grilles d'exigence fonctionnelle, les processus métiers que vous avez pu formaliser, enfin voilà, l'ensemble des éléments. Les analyses que vous allez réaliser des différentes solutions, puisque bien évidemment, parfois ces projets-là sont portés par un chef de projet en interne qui doit valider tout ça auprès d'un comité de pilotage ou de la direction. Donc voilà, d'avoir des choses qui soient bien structurées et assez claires en termes de compréhension, ça fait partie aussi des éléments importants pour prendre des décisions avisées. Voilà pour cette deuxième étape. Je vous propose de très rapidement passer à la dernière étape, donc au déploiement de la solution, puisqu'une fois qu'on a fait le choix de son partenaire sur l'ERP qui va équiper votre entreprise, à ce moment-là, on n'est encore que sur du papier et c'est là que commence vraiment la mise en œuvre de la solution. Donc c'est également une phase assez critique que beaucoup d'entreprises négligent, déjà de par le temps que ça demande aux différentes parties prenantes. Donc bien sûr, c'est quelque chose qui se prépare. Donc créer un plan de migration. Vous avez aujourd'hui votre infrastructure, votre système d'information qui héberge la totalité de vos données. Il va falloir migrer tout ça dans une nouvelle solution. Donc, c'est bien évidemment quelque chose qui se prépare, puisque vous allez continuer votre travail au jour le jour sur vos solutions. Il va falloir en changer. Donc, il y a un moment donné où les données vont passer d'un outil à l'autre. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir et vraiment le préparer. Et que derrière, vous ayez également identifié des personnes qui vont être en capacité de réaliser des tests, qui vont vraiment pouvoir rentrer dans le vif du sujet et aller tester l'ensemble des fonctionnalités que vous êtes allé chercher dans votre solution. Donc ça passe bien évidemment déjà par la formation de ces utilisateurs aux outils pour qu'ils soient en capacité de réaliser des tests qui soient le plus efficaces possible. Également, quand c'est possible, déploiement progressif. Donc, c'est le Big Bang, c'est jamais agréable. Ça fait forcément des sueurs froides un petit peu à tout le monde. Donc, s'il est possible de mettre en œuvre votre nouvelle ERP de façon modulaire, module après module, il y a certaines fois où c'est un peu plus complexe que d'autres, mais ça garantit qu'on n'est pas voilà, on ne se jette pas dans le vide du jour au lendemain en y mettant on-off sur l'ancienne solution que vous avez. Donc ça, c'est vraiment des choses aussi qui peuvent apporter du confort et de la sérénité dans le déploiement. Et que derrière, voilà, vous soyez également qui est un référent qui puisse superviser un petit peu ce déploiement progressif, avoir du feedback des équipes sur le terrain et de pouvoir continuer à animer le déploiement, les ajustements qui sont nécessaires et que les différents interlocuteurs voilà, se sentent rassurés de voir que le projet est suivi, géré et que les évolutions demandées, elles sont effectives. Ensuite, bien évidemment, une fois que la solution est en place, on est dans une amélioration continue, c'est-à-dire qu'au début, il y aura forcément des petites choses qui seront pas forcément parfaites. Donc ça, c'est aussi l'apprentissage de l'outil, votre intégrateur qui va ajuster petit à petit l'outil. Donc c'est intéressant de mettre en place différents KPIs pour arriver à suivre ça, l'adoption des utilisateurs, les temps de réponse sur les demandes qui vont se formuler et structurer tout simplement ce retour d'expérience que vous allez avoir. Donc de la même manière, on a voilà, listé quelques éléments sur les astuces et les livrables. Donc ça, c'est un peu une constante depuis sur l'ensemble des étapes. C'est l'implication des collaborateurs et là pour le coup des utilisateurs clés dans le déploiement de la solution qui reste fondamental. Que tout soit bien structuré en termes de formation. On ne peut pas décemment mettre à disposition des utilisateurs un outil sans qu'il y ait eu à minima une formation voilà, interne par les utilisateurs clés ou directement par l'intégrateur. Les déploiements modulaires, on en a parlé, c'est quelque chose qui permet quand même voilà, d'avancer de manière un peu plus sereine. Et après, la notion de communication aussi qui est importante, de garder tout au long du projet une communication vers les équipes, vers les utilisateurs, pour qu'ils aient voilà, un petit peu l'avancée du projet et qu'ils puissent derrière s'approprier un petit peu ces changements.
Donc les livrables que nous, on aime bien structurer sur cette partie-là, donc c'est de bien structurer le calendrier de déploiement pour que les équipes soient bien là en temps et en heure et qu'on respecte au maximum le planning qui a été annoncé. De structurer voilà, le support post-déploiement, c'est également quelque chose d'important, hein. Ça permettra de savoir pour les utilisateurs où se retourner et comment faire leurs demandes. Et après, toute la documentation autour du projet, que ce soit la documentation utilisateur ou éventuellement sur les paramétrages de la solution, c'est quelque chose dont il faut également assurer une mise à jour régulière. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. C'est également des écueils qu'on peut voir malheureusement trop souvent d'entreprises qui se soucient absolument pas de la documentation. Et c'est le jour où parfois ça arrive de se fâcher un petit peu avec son intégrateur, on n'a pas de documentation, ça devient compliqué de se retourner vers un autre intégrateur. Donc voilà, ça fait partie des éléments importants. Donc voilà les trois étapes principales hein, qu'on souhaitait vous partager sur la mise en place de ces projets. Je crois que maintenant on a prévu de parler un petit peu des erreurs Oui. courantes qu'on peut rencontrer. Merci Dominique pour cette première partie du webinaire. Maintenant, on va passer à comprendre et éviter les erreurs courantes. Donc, on a sélectionné un top 3 des erreurs courantes. Voilà, on a fait le choix de partager cela avec vous. C'est des erreurs qu'on rencontre souvent auprès de nos clients. Et donc, avant d'aller dans le détail, donc, je vais vous présenter les 3 erreurs. La première, c'est de sous-estimer la résistance au changement. C'est probablement l'erreur la plus courante, mais qui peut avoir le plus d'impact parce que ça peut créer des blocages au niveau du déploiement du projet et de la réussite de votre projet de RP. Ensuite, la deuxième erreur, c'est d'adopter un ERP qui est surdimensionné ou mal adapté à votre entreprise. Beaucoup d'entreprises choisissent une solution qui ne correspond pas réellement à leurs besoins. Donc ça peut être soit parce que l'ERP est trop complexe, il y a trop de fonctionnalités et en fait le périmètre est beaucoup trop large pour les besoins réels de l'entreprise, ou soit elle est mal adaptée parce que l'ERP n'est pas évolutif et flexible. Et ensuite, la dernière erreur, c'est de négliger la phase de test et d'ajustement. Donc ça, c'est très important pour assurer une mise en production sans perturbation. Et c'est un enjeu fort au sein du projet de RP. Donc je vais rentrer tout de suite dans le détail. Donc pour chaque exemple, voilà, on va vous présenter l'exemple concret et puis les risques liés à cette erreur et puis les quelques conseils qu'on vous préconise. Donc la première erreur, c'est de sous-estimer la résistance au changement. Donc ici, on a pris l'exemple d'un manque d'implication et de formation. Donc voilà, par exemple, une entreprise de distribution dont l'ERP a été entièrement refondu pour améliorer la gestion des stocks et des approvisionnements. Mais il y a des utilisateurs finaux, comme des responsables logistiques ou des commerciaux, qui n'ont pas été impliqués dans le projet, et donc pendant toute la phase du début jusqu'au déploiement de l'ERP, et aucune formation n'a été mise en place avant le déploiement. Donc les risques qui sont associés à cette erreur, c'est que dans un premier temps, les utilisateurs ils rejettent la solution parce qu'on ne leur a pas partagé des objectifs du projet, ils ne comprennent pas l'intérêt du changement et donc ne sont pas en phase ou ne comprennent pas et du coup rejettent la solution. Donc ça, c'est un risque fort. Ensuite, il y a des erreurs fréquentes parce que forcément, s'il n'y a pas de formation et d'accompagnement, les utilisateurs ne renseignent mal les données, se sont pas appropriés les nouveaux processus et du coup, l'outil est mal utilisé, ce qui peut avoir des répercussions sur les processus de l'entreprise et donc un impact aussi sur la satisfaction client. Ensuite, dans les autres risques, on a le perte de temps et de productivité. Les équipes doivent s'auto-former sur l'outil et donc perdre du temps parce qu'ils font des erreurs et ils doivent recommencer. Donc ça, c'est vraiment une perte de temps et de productivité. Et puis, on peut même avoir le cas où le climat social est dégradé parce que il y a des frustrations qui sont liées à ce projet, parce qu'on n'a pas communiqué correctement, on n'a pas formé et du coup, il y a des tensions qui se créent au niveau du projet. Donc, ah, oh, j'ai
passer un peu trop vite. En termes de conseils, donc, on vous préconise d'impliquer les utilisateurs dès le départ. Donc, Dominique l'a déjà dit tout à l'heure, hein, c'est très important d'impliquer tous les utilisateurs clés au sein de l'entreprise et de communiquer régulièrement tout au long du projet. Ça, c'est vraiment essentiel. On le verra aussi dans la partie faire adhérer ses équipes. Et ensuite, il faut prévoir la formation et l'accompagnement euh, lors du déploiement de l'ERP pour s'assurer que tous les utilisateurs comprennent et prennent en main le nouvel ERP. Et ça, c'est vrai, juste peut-être un petit complément par rapport à ce point-là. Le nombre d'entreprises qui nous sollicitent en disant bah, on ne comprend pas, on a mis en place une solution qui techniquement est parfaite, qui fait plein de choses et ainsi de suite, et on ne comprend pas, les gens ne l'utilisent pas. Et c'est assez édifiant le nombre d'entreprises qui nous sollicitent en disant bah, on a fait tout faux. Et du coup, d'avoir investi beaucoup d'argent dans des solutions, parce que malgré tout, ça coûte quand même pas mal d'argent pour se retrouver avec un résultat qui est pas satisfaisant parce que tout simplement, soit les gens ne l'utilisent pas, soit ils l'utilisent mal et on n'arrive pas à produire les résultats escomptés. Donc voilà, en termes de résistance du changement, c'est un élément fondamental de la mise en place de vos solutions. Désolé, Janine. Pas de souci, j'avance parce que je vois le temps qui tourne. L'erreur 2, c'est adopter un ERP surdimensionné ou mal adapté. Donc là, on a pris l'exemple d'un choix de ERP trop complexe. Donc une PME spécialisée dans la production artisanale adopte un ERP qui est en fait conçu pour des grandes entreprises industrielles et donc qui a des fonctionnalités très avancées comme de la planification complexe ou de la gestion multisite. Pourquoi l'entreprise a fait ce choix? Parce qu'elle a été séduite par toutes les fonctionnalités que le RP proposait. Et donc s'est dit, bah, je vais anticiper mes futurs besoins. Mais en fait, un ERP trop complexe pour la taille de l'organisation et qui ne correspond donc pas à ses processus actuels. Donc ça, les risques, c'est d'abord que c'est un mauvais retour sur investissement, parce que forcément, un ERP qui a un périmètre fonctionnel très large va également être très coûteux, que ce soit en termes de paramétrage, des modules qui sont implémentés ou même d'accompagnement nécessaire aux utilisateurs pour comprendre et utiliser toutes ces fonctionnalités. Ensuite, on a donc une faible adoption de l'outil parce que les utilisateurs ne s'y retrouvent pas. Les processus sont trop complexes. Le gap en fait entre les processus actuels et les processus cibles est trop fort et du coup, ils ne s'approprient pas ces nouveaux processus. Donc, il y a un besoin d'accompagnement qui est aussi plus long. On perd du temps parce qu'il y a des configurations ou des fonctionnalités qui sont inutiles et ne servent pas au processus de l'entreprise. Et on a aussi des coûts supplémentaires, justement, bah, ce que je disais, d'ajustement et d'accompagnement plus long pour prendre en main cette ERP. Les conseils, du coup, relatifs à cette erreur, c'est d'analyser ses besoins réels. Dominique l'a dit tout à l'heure, hein, pendant la phase de diagnostic et de vision cible, on définit ses besoins réels en termes de fonctionnalité, de périmètre de RP souhaité et nécessaire pour l'entreprise demain. Et on opte plutôt pour une solution qui est évolutive dans ce cas-là, donc un ERP sur lequel on peut ajouter des modules, des fonctionnalités, qu'on peut interconnecter avec d'autres outils qu'on viendrait ajouter à son système d'information. Donc c'est vraiment voilà, de choisir une solution qui est évolutive. Et puis le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est de tester l'outil. C'est l'étape à ne pas sauter, la phase de démonstration, mais surtout de faire des démonstrations sur des cas d'usage réels de votre entreprise. Voilà, donc vous préparez quelques cas d'usage réels et puis vous demandez à l'éditeur intégrateur de vous faire une démonstration sur ces cas concrets. Je passe à la troisième erreur, de négliger la phase de test et d'ajustement. Donc ici, on prend l'exemple d'une entreprise de service qui décide de déployer un ERP pour améliorer la gestion de ses projets et la facturation client. Donc c'est une entreprise qui souhaitait respecter des délais assez serrés et du coup qui fait le choix de sauter cette phase de test approfondie. Et donc on ne valide pas les paramétrages de base qui ont été faits sur l'ERP. Donc, aucun test utilisateur n'est réalisé et donc des cas spécifiques à l'entreprise n'ont pas été vérifiés. Ça veut dire que le système, il est directement déployé et puis l'entreprise s'est dit, bon, bah, on va le mettre en production, le RP, et puis on corrigera les erreurs éventuelles en cours de route.
Donc ça, c'est une erreur assez fréquente aussi. Les risques associés à cette erreur, c'est que bah, forcément, comme on n'a pas validé les tests, comme on n'a pas vérifié que les processus fonctionnaient bien, on a des bugs dans la production, et du coup, on a bah, des erreurs dans les process qui génèrent ensuite des retards. Et donc, qui peuvent même se répercuter sur la satisfaction client. Donc, c'est quand même un enjeu fort du projet ERP de bien faire cette phase de test. Ensuite, ça peut également créer une charge des équipes parce qu'ils doivent gérer des problèmes qu'ils n'avaient pas anticipés, parce que voilà, l'outil ne fonctionne pas comme ils le souhaitaient. Donc, ils sont obligés de s'adapter, de trouver des solutions. Et donc, on peut même arriver à une perte de crédibilité dans le nouvel ERP parce que ça démotive les utilisateurs. Ils voient que l'outil ne fait pas ou fait des erreurs parce que les processus ne suivent pas le raisonnement, voilà, le cheminement des processus de l'entreprise. Et du coup, il y a une réticence qui se crée à l'utilisation du nouvel ERP. Donc, il est pas adopté, il est même rejeté. En termes de conseils, on va plutôt planifier des tests rigoureux avec des utilisateurs clés qui connaissent bien les process. Ensuite, on va impliquer bah, tous les utilisateurs clés tout au long du projet, comme Dominique l'a déjà dit. Et puis, par contre, ce qu'on peut faire si on a des délais serrés, c'est que on peut déployer en plusieurs lots de fonctionnalités. Ça veut dire qu'on va avoir un premier lot de fonctionnalités qui sont prioritaires à déployer en premier pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment, ça peut être sur des processus en particulier ou sur des services en particulier. Et donc, ensuite, on va avoir un deuxième lot avec d'autres fonctionnalités, puis un troisième lot, et ça permet quand même avoir des délais assez serrés et de faire la mise en production progressivement. Je passe tout de suite à la troisième partie de ce webinaire, donc les clés pour faire adhérer ces équipes. Je laisse la main à Dominique pour finir. Effectivement. Alors, c'est vrai qu'on vous en a parlé un petit peu tout au long de ce webinaire en filigrane. Donc, l'adhésion des équipes, cette fameuse conduite du changement qui est toujours quelque chose de complexe à conduire et à appréhender. On a essayé de faire ressortir voilà, des éléments qui nous semblent importants. Encore une fois, on est dans un contexte plutôt d'entreprise, PME, petite ETI. Donc, une vision sécurisée, qu'est-ce qu'on entend derrière tout ça? C'est que ça soit un projet d'entreprise qui ait vraiment une vision de la direction et que ça donne du sens, entre guillemets, aux collaborateurs de se dire, voilà où l'entreprise va, voilà pourquoi on conduit ce projet. Donc, que cette vision, elle soit voilà, partagée et communiquée à l'ensemble des parties prenantes, c'est important. Donc, en général, c'est plutôt des visions qui viennent du dirigeant ou du comité de direction de l'entreprise. De bien structurer la gouvernance du projet, voilà, avec un comité de pilotage, un certain nombre d'instances en interne qui vont pouvoir animer ce projet et valider les étapes clés du déroulement du projet. Et encore une fois, ces éléments et cet avancement, c'est de le communiquer à l'ensemble des parties prenantes pour que voilà, il y ait une communication qui soit efficace avec l'ensemble des services de l'entreprise. Ça nous amène sur le deuxième point, donc sur le plan de communication structuré. C'est vraiment quelque chose également qu'il faut essayer de réfléchir un petit peu en avance de phase, de célébrer un petit peu tous les petits succès qui sont voilà, que vous pouvez rencontrer. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'y prépare. C'est toujours délicat de l'improviser au moment venu. Donc voilà, de communiquer sur les étapes qui sont passées, les grands jalons qui sont passés. Ça permet à tout le monde de rester dans le projet et de suivre cet avancement. Et le dernier point qu'on voulait mettre en avant, mais vous l'avez déjà bien ressenti au travers de notre présentation, c'est une démarche qui doit être participative et qui doit impliquer forcément l'ensemble des services de l'entreprise. C'est-à-dire quelque chose qui va être pensé par la direction, par le CODIR ou par les gens qui s'occupent de l'informatique. C'est en général quelque chose qui, on ne va pas dire voué à l'échec, mais pas loin. Donc c'est important voilà, de faire participer les collaborateurs, comprendre leurs besoins et que vous puissiez animer, j'ai envie de dire, ces ateliers pour aller creuser en détail le besoin et améliorer la réponse que vous allez apporter pour les collaborateurs. Donc ça, c'est aussi des éléments qui permettent d'embarquer les collaborateurs dans ces projets de RP.
Alors, Alors, pourquoi ouais. oui, on a Vas-y, voulu dis-moi, faire un point. Pourquoi se faire accompagner, ou on aurait même pu dire pourquoi structurer, entre guillemets, sa démarche. On a voulu prendre quelques exemples, parce que c'est vrai, quand on est une PME, c'est pas toujours évident d'avoir le job du quotidien et de devoir penser ces sujets de digitalisation. Donc, ça, c'est des cas concrets on aurait pu en mettre quelques dizaines, mais on serait resté avec vous quasiment tout l'après-midi. Là, c'est un cas concret qu'on a pu avoir avec un client où mon entreprise elle est tellement spécifique qu'il me faut à tout prix une solution développée sur mesure pour moi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement. Si vous voulez, cette entreprise était persuadée qu'aucune solution du marché n'allait pouvoir répondre à ses besoins tellement ils étaient spécifiques. Et donc, ils avaient commencé à réfléchir à un projet de développement sur mesure d'une solution pour répondre à leurs besoins, un développement 100% spécifique. Donc, on a eu le plaisir de les accompagner, et au fur et à mesure qu'on a avancé avec eux et on a structuré le besoin, on s'est aperçu qu'au final, il y avait quand même une grande partie du besoin qui était quand même très standard, et que avec une solution très modulaire, donc on a pu aller sur des solutions qui étaient très ouvertes avec des API pour qu'on puisse connecter d'autres modules. On a pu aller chercher des briques experts sur certains points qui étaient voilà, assez pointus pour eux, et apporter une réponse qui était très satisfaisante, et surtout dans un délai et un coût qui était extrêmement pertinent par rapport à ce ils avaient commencé à identifier en 100% spécifique. Sachant que derrière, vous êtes avec un outil qui est fait pour vous, mais il vit uniquement au travers de vous, de vos investissements et des développements que vous êtes amené à faire dedans. Donc c'est aussi voilà, quelque chose qui peut être extrêmement compliqué. Je passe sur le deuxième exemple qu'on avait préparé. Donc ça, c'est le cas d'un client qu'on a accompagné qui cherchait à refondre son ERP. Et donc, au début, il avait déjà identifié une solution, un ERP unifié, qui était leader dans son secteur d'activité. Et donc, c'était un ERP qui avait une approche initiale très centrée produit. Donc, notre client a été persuadé que c'était voilà, que c'était ce choix qu'il allait faire à la fin de l'accompagnement. Et donc, quand on l'a accompagné à cartographier ses processus et à définir plus précisément ses besoins métiers, ben, on s'est rendu compte que c'était pas cette solution-là qu'il lui fallait, mais plutôt une solution avec une approche beaucoup plus centrée autour des utilisateurs et beaucoup plus collaborative. Et donc, du coup, au final, on s'est rendu compte que bah, ce n'était pas cette solution leader sur son secteur d'activité qu'il fallait, mais plutôt une solution avec un ERP modulaire et qui était très collaboratif. Donc, ça montre vraiment l'intérêt voilà, de prendre le temps de définir, de cartographier ses processus, de bien définir ses besoins réels, ses besoins métiers, et puis de ne pas faire un choix précipité d'un ERP voilà, qui nous semble intéressant au premier abord, mais quand on creuse un peu, on voit que les besoins réels de l'entreprise ne sont pas forcément alignés avec cette première solution. Voilà, je passe rapidement parce que je vois qu'on arrive à la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions-réponses, je ne sais pas si dans la conversation, il y a des Alors, questions qui ont été posées. voilà, j'ai pas vu de questions apparaître dans le chat. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des éléments ou des points de précision que vous souhaitez aborder. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a essayé de lister quelques questions qui sont les plus fréquentes, j'aurais envie de dire, qui nous sont posées par les clients. Donc, combien de temps faut-il prévoir entre le choix de l'ERP et sa mise en production complète? Donc ça, c'est des éléments qui reviennent très 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 souvent. Donc c'est vrai que quand on considère un projet de RP, bien sûr en fonction de la taille de l'entreprise, mais on est sur des délais complets entre 12 et 18 mois. Et une fois qu'on a fait le choix de sa solution, il est quand même assez raisonnable de se laisser 6 à 8 mois pour être sûr que tout soit bien implémenté et qu'on soit avec une production qui est parfaitement opérationnelle. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Vous pouvez poser directement votre question dans le chat si vous le souhaitez. Ça doit être en haut de l'écran. Vous avez les conversations qui sont possibles, et on se fera un plaisir d'y répondre.
Donc après, Janine, je te laisse poursuivre Oui. sur les autres questions classiques qu'on rencontre, j'aurais envie de dire, dans le... Oui, comment gérer la transition sans perturber les opérations quotidiennes? Donc, c'est la fameuse phase de planification et de test dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, il y a vraiment les phases de test à faire avant de faire la transition sur le nouvel ERP, la mise en production, et d'impliquer justement les utilisateurs clés pour tester et valider que tout fonctionne bien. Et puis de déployer progressivement. Donc, on teste processus par processus ou module par module ou service par service, voilà, le RP, on fait une mise en production progressive pour au plus éviter une perturbation des opérations. Et la dernière question fréquente qu'on a, c'est quel budget faut-il prévoir pour un projet de refonte de RP? Donc là, le budget, il varie vraiment en fonction de plusieurs critères. Donc en fonction du choix de la solution, est-ce que c'est un ERP standard, est-ce que c'est un ERP sur mesure, est-ce qu'il est modulaire et combien de modules on choisit d'activer. Voilà, des coûts d'intégration, de formation, de maintenance, etc. Bon, pour une PME, on est alors c'est grosse fourchette, hein, mais c'est pour vous donner une idée, on est plutôt entre 50 et 200 000 euros pour implémenter un ERP. Et pour une grande entreprise, ça va aller plutôt à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et après, c'est Voilà, vrai que donc c'est une réponse qui est pas évidente dans le sens où, même sur un besoin arrêté pour une entreprise, les propositions qu'on peut recevoir sont régulièrement du simple au triple. Donc, même pour voilà, une PME de 50 personnes, le budget n'est pas toujours évident. Après, ce qui est important peut-être de considérer aussi, c'est de regarder un budget on va dire en coût complet, en intégrant voilà, l'utilisation de la solution sur plusieurs années pour intégrer voilà, et des coûts de setup de la solution et des coûts de licence qui sont aussi très variables en fonction des différents projets. Alors on a, oui, apparemment le chat est inactif, donc il y a vraiment un onglet questions-réponses qui est dédié en haut de votre écran. On a une question concernant la facture électronique. On ne l'a pas traité dans ce webinaire. Merci pour le rappel. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire dédié. Donc ça, c'est un vrai sujet hein, qui est bon, ça a été reporté à maintes reprises, sur lequel voilà, il y a une vraie contrainte pour les PME qui vont devoir se soumettre aussi à cette obligation. Bon, la logique, si vous voulez, elle est relativement similaire. Là, on était vraiment dans une logique de on vient décrypter le besoin et on vient affiner les solutions qui sont en face. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes, puisque l'État a décidé de mettre de côté sa plateforme, qui vont permettre de gérer cette facturation électronique, et donc des solutions qui vont être soit développées directement dans certains modules de RP ou des plateformes dédiées sur lesquelles voilà, il va falloir gérer l'interopérabilité avec ces plateformes pour que depuis votre solution de RP, vous soyez en capacité d'adresser voilà, ces plateformes de dématérialisation. Aujourd'hui, il y a une liste qui est tenue à jour hein, par le ministère de toutes les plateformes qui sont accréditées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra voilà, vous mettre en copie ou quoi que ce soit, mais ça fait partie effectivement des sujets de l'année 2025 qui vont être un petit peu brûlants dans l'évolution des systèmes d'information. Dominique, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on clôture. Alors, désolé, on a dépassé un petit peu le délai qui était prévu. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va donc clôturer la session. De toute façon, il y aura un replay du webinaire qui vous sera communiqué. Et n'hésitez surtout pas, voilà, si vous avez la moindre question concernant ce qu'on vient de dérouler, la méthodologie qu'on vient de vous partager, ou pour d'autres sujets tels que la facturation électronique, on ne manquera pas de revenir vers vous. Je pense qu'elle fera l'objet peut-être d'un webinaire dédié dans les semaines ou mois à venir. Voilà. Bon, Merci ben beaucoup à merci. tous. Merci à tous pour votre participation. Voilà, Et vous pouvez aller consulter notre site web si vous voulez en savoir plus et puis nous contacter sur l'adresse contact@digitalconseil-conseil.fr si vous avez voilà, des demandes spécifiques. N'hésitez pas. Merci à tous pour votre merci beaucoup. présence. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.